La fin du Bellator a sonné. Ce samedi aura lieu le tout dernier événement avec un titre Bellator en jeu et opposera en main event leur version Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor. Le cousin de Khabib, Ousmane, cherchera à défendre sa ceinture face à l'Irlandais Paul Hughes. Un combat qui promet entre Ousmane, invaincu en 18 combats, et Big News, l'homme qui a vengé son unique défaite et qui a fait le Fight of the Year de 2021 contre Morgan Charrière. On vous analyse tout ça dans cet épisode du Game Plan avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Tous. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans ce combat? Écoute, je pense que en termes d'intérêt, je suis plutôt hypé et notamment, surtout si vous avez regardé un petit peu leur précédent combat sur leur capacité de progression. Et je pense qu'il va encore y avoir des ajustements d'un côté comme de l'autre. Et donc, je m'attends à voir encore de la progression. Et je reste quand même intéressé pour savoir qui va gagner ce combat, tu vois. Bah, écoute, je pense pas que ce soit... Ouais, je te rejoins. Je pense pas que ce soit si... Je pense que c'est plus serré que ce que les codes de Paris, on en parlera en fin de podcast, Oui, voilà. nous donnent. Je trouve que Paul Hughes a un style intéressant pour un peu pousser Ousmane dans ses retranchements. Ouais. Et je pense qu'il va suffisamment l'étudier pour rendre le combat très compétitif. Ouais, je suis entièrement d'accord. On va analyser ça juste après notre Tale of the Tape. Le challenger Paul Hughes affiche un solide palmarès de 13 victoires pour une seule défaite qui l'a vengé. L'ancien champion du Cage Warriors a gagné 6 de ses combats par KO, 3 par soumission et possède donc un taux de finalisation de 69%. Le champion Ousmane Nurmagomedov est invaincu en 18 combats et 1 no contest. Il possède 7 victoires sous la bannière du Bellator, incluant 2 défenses de son titre. Il a remporté 8 victoires par KO, 6 par soumission, ce qui amène son taux de finalisation à 78%. Paul Hughes est sur une série de 7 victoires consécutives. Il a effectué son dernier combat au Cage Warriors en avril 2024, une victoire par KO en fin de première reprise et signe au PFL Lator où il valide son statut de prospect en éliminant Bobby King dans la deuxième reprise. Sa dernière sortie a été impressionnante avec une victoire sur l'ancien champion AJ McKee. Ousmane Nurmagomedov a réussi sa première défense de titre en mars 2023 face à l'ancien champion UFC Benson Henderson. Il défend également face à Brent Primus, mais le résultat est changé en no contest pour un test antidopage positif. Après sa suspension, il défend sa ceinture contre Shabili à la décision unanime. C'était en septembre 2024. Pas mal de votes sur ce combat. On parle du Bellator / PFL. Je m'attendais à moins de votes. On en a eu 1900 et on a les 3/4 pile poil, 75% qui voient une défense de titre réussie pour Ousmane Nurmagomedov. Mettez-nous en commentaire votre pronostic plus précis. Et nous, on va commencer par parler de Paul Hughes. Pour moi, il a un profil complet qu'on pourrait un peu comparer au profil british qu'on aime bien, compétent partout, très technique, capable de venir avec une stratégie, de s'y tenir, dans le but d'obtenir une victoire, que ce soit grâce au striking, à la lutte, au grappling ou à un mélange des trois. Ici, on sait ce qui devrait être utilisé pour la victoire. Comment est-ce que tu décrirais le striking, la lutte défensive et le get-up game qui seront probablement les 3 éléments travaillés pour ce combat? Écoute, oui, moi je pense pour le définir, je le vois plutôt vraiment comme un profil britannique, comme tu l'as dit, très bon striker, enfin très bon, non, je vais peut-être pas aller jusque là, c'est un profil striker, on va dire, droitier, il a des bonnes capacités à scrambler, s'il va chercher sur les takedowns, c'est du classique, mais c'est du très très fonctionnel. Au-delà de ça, au-delà de ce profil, c'est un gars qui est relativement jeune, que je trouve aussi physiquement très bien préparé, très explosif. Ouais, je définirais vraiment comme ça. Ouais, c'est vrai, plutôt striker, même s'il a pas mal de soumissions à son actif. Et quand tu regardes certains de ses combats, notamment les 2 combats contre Jordan Vucenic,
la lutte, les scrambles, tout ça, c'est intéressant. Ça fait partie vraiment de son arsenal et Ouais. avec une vraie qualité. Et en termes de, si tu veux qu'on digresse sur ses qualités, je trouve que en termes de cardio, ça tient bien la route. Ouais, Euh, un des éléments qui est intéressant, c'est sa gestion de l'espace, son cadrage. à 100%. J'avais mis Ça, compréhension de c'est, l'espace, capacité à reprendre le centre, qui est très très ouais, bonne aussi. ouais. Ça, c'est autant sur certains combattants, je trouve que qu'ils n'en ont pas réellement conscience. Mhm. Lui, c'est assez automatique, hein. Il sort d'un clinch à la cage, il se replace directement pour prendre le centre. Il suit relativement bien, il coupe les angles. Donc ça, c'est efficace. Et je trouve qu'il a une bonne gestion d'énergie, tu vois. Ouais. Ouais, Euh, en fait, par exemple, dans son combat contre AJ Maki, je trouve qu'il y a peut-être une dépense d'énergie assez haute dans le premier. Et donc, tu peux ouais. te dire, OK, c'est pas ultra bien géré. Mais de l'autre côté, il va super bien compenser dans le deuxième en diminuant complètement le Mm. rythme pour s'assurer de pouvoir faire le deuxième et le troisième round avec suffisamment d'énergie pour au moins prendre un des deux. Mais je pense que le premier round où il a dépensé pas mal d'énergie, c'est surtout lié au fait qu'il ait un peu vacillé dans les premiers échanges Ouais. et que pour lui, il fallait vraiment marquer une différence. Et il l'a Donc, fait. et il l'a fait, bah, clairement, Et il hein. récupère complètement le round. Ouais. Il l'a, ouais, largement. Mais Ouais. je pense qu'effectivement, vu qu'il y a eu ce petit vacillement, il a peut-être été un petit peu trop généreux pour Mhm. s'assurer de la décision des juges, qui était un peu d'ailleurs étrange jusqu'à la fin. Enfin, C'est une finalement, tu split, vois. quoi. Ouais, c'est une split. C'est une split. Moi, j'ai vraiment du mal à la voir, mais Ouais. bref. Mais après, comme tu le dis, deuxième, beaucoup plus calculateur. On le voit qu'il ne dépense pas l'énergie bêtement, même sur le troisième aussi, hein. Ouais. Le Mais troisième, il bon. accélère sur la fin parce qu'il se rend compte qu'il y a besoin d'une action qui sort du lot peut-être pour Mm. s'assurer de prendre le troisième et il le fait très bien, je trouve. Ouais. Et puis un petit peu de jeu de feinte. Ouais. Les jabs qui sont pas mal du tout aussi. C'est Son déjà crochet avant surtout, hein, ça c'est couché son avant, arme ouais. de bouche, je dirais. Mm. Moi j'ai noté aussi plutôt pas mauvais dans les sorties de clinch, ça va être intéressant dans ce combat, je le trouve assez actif, assez réactif, il veut attaquer juste dès qu'il en sort. Son positionnement au cage control est bon défensivement. Il vient directement chercher à bien positionner sa tête, Ouais. bonne utilisation de l'overhook, donc comme tu l'as dit, c'est relativement classique mais fonctionnel. Un de ses défauts, c'est peut-être de passer d'être un peu trop patient quand il est dos à la cage. Il laisse vraiment des longues secondes, voire des minutes passer avant de pouvoir retourner. Mm. Mais au final, il le fait quand même. Il n'y avait pas de crainte de suivre Eiji Maki au sol. J'ai trouvé ça assez intéressant sur l'aspect confiance en son Mm. grappling. Euh, Sa défense de lutte est très bonne, hein. ouais, ça On le consiste voit beaucoup à sur. tourner le dos et à ouvrir la ceinture, mais il le fait très bien. Non, mais même sur les. Moi, c'était vraiment sur les takedowns. Ah oui, la défense de lutte, pardon, je Sa pensais que... défense. Ouais. Ouais, où il va sprawler, il va contrôler la tête adverse. Ouais. Il a une bonne compréhension de tout ça, donc ça, je trouve ça vraiment bien. Il est capable de. Ouais, on sent qu'il a un très bon bagage technique. C'est un bagage technique qui est vraiment efficace, quoi. Il n'y a pas de. Et vraiment MMA, comme on le voit chez les Britanniques. C'est Ouais. vraiment type MMA, une défense assez patiente, qui prend de l'énergie adverse. Et non, ouais, là-dessus, c'est aussi un gros point positif, je trouve. Ouais, d'ailleurs, on l'avait un peu vu, un McGregor contre Khabib dans le premier. On a vu un McGregor qui était très patient dans sa défense de la première amenée Mhm. au sol. Mhm. Peut-être une petite erreur que McGregor a fait, c'était de espérer pouvoir prendre une position de contrôle contre Khabib alors qu'il avait l'opportunité de désengager. Ça, c'est le genre d'erreur, à mon avis. Enfin, c'est le genre de leçon que Paul Hughes peut tirer de ce combat. Pour celui-ci, c'est si tu as l'opportunité de désengager de la lutte, désengage, même si Mhm. tu penses pouvoir scrambler vers une position de contrôle. Bah écoute, c'est bien que tu parles de ça parce que sur Paul Hughes, je pense que c'est un peu la même chose. Donc, on va dire qu'ils ont toutes les premières phases de défense, de lutte, Mm. mais ils en oublient que des bons lutteurs, et notamment Eiji Maki à la toute fin attaque. Oui, Paul Hughes défend très bien, sprawl. Il reste pas sur ses doigts de pied, il vient bien sur le plat de son pied pour glisser. Il a un contrôle de la tête et il la maintient sous son corps pour qu'il ne puisse pas aller sur cut de corner, tu vois, prendre l'angle. Mais il reste trop longtemps et il autorise Eiji Maki à garder son contrôle de main sur la single leg. ouais. Et donc jusque-là, tu te dis, bah tout va bien.
Ouais, Ça faisait longtemps. Ah, c'est la première fois que c'est vers le bas en plus. Jusque-là, tout va bien, tu vois. Et sauf que je pense que Eiji Maki a un bagage de lutte beaucoup plus important. Et Mm. en fait, quand tu es ici, tu peux continuer tirer cette jambe et finalement réussir à passer sur le côté et attaquer, ce qu'il a fait, tu vois. Mhm. Exactement comme avec Nurmagomedov, où la défense de lutte, on va dire les premières étapes de la défense sont effectives. Il est sur le côté, il contrôle la tête. Sauf que, il y a un moment, un très bon lutteur est capable de garder cette position, c'est qu'il peut la garder et que il- plus il reste dans cette position-là, plus il y aura la possibilité de pouvoir continuer son action. Exactement, et la confiance qu'ils ont dans leur jeu et dans leur lutte leur permet aussi d'être patient dans ce genre de situation. Et donc c'est souvent l'autre qui perd Exactement. un peu patience, qui Ouais. cherche à créer un mouvement et ça va être capitalisé Ah ouais. Moi, efficacement de l'autre côté. Ouais. Je l'ai eu hier, tu vois, en lutte avec les enfants. Un takedown qui a échoué avec mon garçon. Je lui dis, tu gardes ce pied. Il a attendu jusqu'à être capable de pouvoir renverser par au-dessus et reprendre une position. Hmm. Alors que, il y a encore quelques mois, il aurait lâché cette jambe, tu vois, en disant, c'est échoué, par Et exemple. reset, quoi, ouais. Et l'autre était très, très bien défensivement. Mais voilà, tu grattes et tu obtiens une position qui est bien plus avantageuse. Hmm. Mais ça, faut vraiment avoir un profil, on va dire, lutteur, tu vois, pour passer un petit peu de l'autre côté de la barrière. Ouais. Et ça, effectivement, il l'a pas encore, comme ne l'avait pas Paul Hughes. Exact. Mais comme l'aura, j'en suis sûr, Ousmane Nurmagomedov ou Mm. l'avait Eiji Maki. Dans les faiblesses du jeu de Paul Hughes, tu as souligné certains éléments. Ouais. Alors, je sais pas si ça a bien fonctionné au premier round, mais il spamme beaucoup les mêmes coups, notamment le genou sauté. Donc, Ouais. spam, c'est-à-dire qu'il répète régulièrement les mêmes techniques. Contre Eiji Maki, moi, je trouve qu'il cherchait vraiment le coup dur à pas mal de moments, sans chercher à construire en anglaise. Ouais, il n'y avait pas de frappe légère pour pouvoir ouvrir les frappes Ouais. lourdes. C'était quasi 100% des frappes étaient là pour arracher une tête. Ouais, et même Ou encore. presque, il venait crier, tu vois, avec dans ses frappes, comme ça là. Bon, ça, j'espère sincèrement, non, je pense que ça, il va faire les adaptations dessus. Mhm. J'imagine que il a regardé son combat à nouveau et ça se voit qu'il cherche vraiment le coup dur et que ça manque de vitesse, que ça sert à rien en fait, si ce n'est se fatiguer. Ouais, et puis comme tu le dis, il a un très bon cadrage, mais quand tu accélères comme ça et que forcément ça surengage un peu quand tu cherches à ouais, frapper non. à 100%, à un moment tu sors de ta position et t'es pas dans une position où tu peux te remettre facilement et recouper en angle ou recourir pour prendre le centre. Donc il a perdu pas mal d'espace et d'opportunités à vouloir envoyer une combinaison de 3 coups où les 3 coups viennent toucher plein pot ou cherchent à toucher plein pot. Donc ça c'est un petit peu un des points négatifs que j'ai remarqué. Sa capacité à prendre des décisions claires, même si nous on l'a depuis notre écran. Encore une fois, c'est une décision partagée où il n'est pas satisfait, tu vois. Ça reste quand même des choses qui sont importantes dans le sens où quand tu as plusieurs décisions partagées, dont une qui t'a coûté une victoire, parce que je me rappelle plus Vucenic trop. la première fois. Ouais. Je me rappelle plus trop, mais je pense qu'il était. C'était un sacré combat. C'était un sacré combat. Ça s'est beaucoup produit en lutte et effectivement c'est. Ouais, de tête, parce que je suis pas allé le revoir celui-là, mais de tête, c'est effectivement des moments cruciaux où tu as une précipitation qui fait une perte de position, d'un côté comme de l'autre. Ils étaient encore tous les deux très jeunes dans leur carrière. Ça a donné un combat très dynamique, mais sur cet état d'esprit, je me concentre sur la victoire. C'est ça qui leur manquait à l'un comme l'autre. Ils étaient un peu trop en mode prestation, performance. Je veux monter dans le ranking Cage Warriors en montrant de belles choses. Et voilà, il y avait des moments cruciaux qui ont été perdus. Et ça a amené à une décision partagée à l'avantage de Vucenic. Ouais, c'est ça. Mais là où tu parlais de sa progression... Et contre Morgan, c'était aussi... C'était majoritaire, là, je pense. C'est une majoritaire, je pense, avec un plus en point de pénalité du côté de Morgan que personne n'a vu entre le 4 et 5 et c'était incompréhensible. Non, là aussi, c'est ça majoritaire.
Et si tu dis il n'y a pas le point de pénalité, je sais plus si ça changeait quelque chose ou pas, mais voilà, très serré également contre Très Morgan. serré. Donc ça, il faut l'avoir en tête, notamment sur ce combat-là. Donc moi, je le mets dans les défauts. La question de chercher les coups durs, la question de spammer un peu les techniques, la question de ne pas construire, notamment avec son jab, et puis son passif à avoir des décisions où certains juges, en tout cas en dehors de l'écran, ne l'ont pas vu forcément prendre ses rounds, tu vois. Mhm. Et dans son dernier combat, il a une décision partagée, mais il y a des rounds qui ne sont pas clairs pour Pour les juges. plusieurs juges. Ouais. Donc pour Ousmane Nurmagomedov, je pense que c'est aussi un élément qui va être important vraiment dans ce combat-là, quoi. Ouais, parce qu'on va en parler quand on fera nos pronos. Moi, j'ai l'impression que en termes de minutes, les minutes iront à l'avantage de Nurmagomedov et Paul Hughes va devoir capitaliser sur les moments s'il veut prendre des rounds. Donc, effectivement, c'est un élément crucial. L'autre point que j'avais relevé, c'est peut-être un peu perméable debout, Ouais. dans le sens où, comme tu l'as dit, il vacille très tôt dans le combat contre Eiji Maki. Son combat juste avant contre Bobby King. Ouais, c'est ça, Bobby King, parce que c'est difficile. Il y a Bobby Green qui s'est transformé en King Green, et il a combattu contre Bobby King dans ses débuts au PFL/Bellator. Là aussi, le premier round est assez, il s'est beaucoup connecté, quoi. Et au Cage Warriors aussi, ça lui est arrivé de rentrer un peu dans des guerres où il s'est bien connecté, notamment contre Morgan, mais aussi d'autres. Donc voilà, petit point d'attention là-dessus. Bon, pour l'autre côté, on a récemment fait une analyse poussée d'Oumar et Islam. L'analyse macro est un peu la même sur ce clan. Il y a une empreinte Nurmagomedov, c'est-à-dire un très très gros niveau en lutte et sol. Mais cette nouvelle génération de cette équipe a en plus de ça un striking qui se développe très bien. C'est clairement le cas d'Ousmane Nurmagomedov, je trouve. Néanmoins, leur grande force reste dans le profil lutteur-grappleur. Quelles sont les particularités du jeu d'Ousmane Nurmagomedov ? Je pense que déjà, il est relativement grand pour la division. Exact. Effectivement, tu l'as dit, on a cette nouvelle génération qui a une très très bonne base de lutte et de grappling, mais qui développe de manière exponentielle son striking. Et pour moi, il n'échappe pas à la règle que plus tu développes une dimension et plus l'autre dimension, tu la laisses un peu plus de côté. Et donc je les vois forcément, comment dire ça? Peut-être meilleur debout qu'un Islam, mais largement moins bon en lutte et au sol qu'un Islam ou qu'un Nurmagomedov. Pour être un peu plus précis, parce que Nurmagomedov, il pas de bien sûr. Donc c'est un gars qui va plutôt travailler en gaucher. Je sais pas s'il est droitier ou gaucher. En tout cas, il est plutôt à l'aise des deux gardes. J'ai l'impression qu'il commence ses combats en gaucher, et puis contre Chablis, il fait quand même beaucoup en droitier. Ouais. Donc on peut partir du principe que c'est, il est capable de changer de garde en fonction des combinaisons, des angles qu'il veut avoir, de l'opposition qu'il veut avoir. Donc ça c'est très intéressant. Il aime beaucoup rester à distance de kick. Il a des kicks jambes avant très 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 bons. Ouais. Et puis avec une longue garde, donc avec vraiment une main qui est devant, prêt à toucher, désengagé. Très très complet. Par contre, un des défauts de ce style-là, c'est que je trouve que... comment dire ça? Là, je vais passer du côté un petit peu... faiblesse ou des défauts, négatif, c'est que je trouve que c'est assez énergivore. Et parfois, il se retrouve un petit peu, est-ce que je reste debout, est-ce que je vais en lutte? Tu vois ce que je veux dire? Il sent que son énergie diminue, qu'il reste du temps dans le combat, et puis il se pose la question de dans quel département aller, parce que il faut réfléchir à garder cette énergie sur la fin aussi. Voilà. Et donc on a vu des entrées en lutte, on peut voir des entrées en lutte, des tentatives de mise au sol qui ne sont pas aussi efficaces, je pense, que un gars qui vient que pour lutter, tu vois. Ouais. Il y a quelques
Il y a quelques moments de précipitation aussi. Je sais que c'est un mot que je vais utiliser pas mal dans ce podcast, mais contre Chablis, par exemple, je trouve qu'il perd une position parce qu'il se précipite sur la volonté d'aller prendre un dos, alors qu'il pouvait vraiment y aller de manière plus séquentielle. Et c'était d'ailleurs dommage dans ce combat-là particulièrement parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de mettre Chablis sur son dos ou d'aller dans le département du grappling. Et j'ai vraiment cette impression que dès le moment où l'opportunité s'est présentée, dans son cerveau, ça a dit, OK, saute dessus. Enfin, tu vois, saute sur l'opportunité, et il l'a fait littéralement, alors qu'il y avait peut-être moyen d'aller chercher un contrôle moins intéressant, mais meilleur, qui aurait pu le garder dans le département du grappling plus longtemps, de la lutte. Ouais, c'est vrai. Sur la qualité, dans les qualités. Ouais, tu as quoi dans les qualités? Écoute, je te rejoins complètement. J'avais mis souple, donc ça rejoint ce kick avant, notamment cette variété dans les kicks. Je pense que la qualité de son striking, lui aussi, hein, comme on en parlait pour Islam et Oumar, gagne en qualité grâce à l'appréhension des adversaires qui engagent et contre moins par crainte de la lutte. Donc je dis pas que le striking est très bon, mais je pense que c'est vraiment embelli par le fait que les adversaires craignent la lutte. Donc il y a juste avec Chablis au début, exactement. Les feintes de oui, de mais ça j'avais jambes. noté les feintes d'aller chercher la jambe puis le high kick, je trouve ça super intéressant. Surtout quand tu as quelqu'un qui est très réactif, ultra réactif, il voulait absolument pas lutter. Ouais. Et par contre, pour prendre un exemple, je trouve que Primus, je pense qu'il a appréhendé le combat en se disant je serai assez à l'aise sur mon dos. Donc Primus est un des combattants qui a le plus engagé en pied-point contre Ousmane, et ça a permis de voir que le système prioritaire défensif de Ousmane, c'est vraiment de désengager. Et ça, je pense que c'est un élément très important dans ce combat. Et par rapport à la lutte d'Ousmane, je trouve que si on doit faire une petite distinction entre lui et les autres de l'équipe, il va beaucoup favoriser les crochetages de jambes, que ce soit à l'ouvert ou à la cage. Khabib, Oumar et Islam le font aussi, mais lui, on a l'impression que c'est vraiment sa première option. Il va body lock, crocheter la jambe directement. Ouais. Donc c'est un élément sur lequel Paul Hughes devra se préparer, tout simplement. Et alors, dans les faiblesses, j'en ai une. Je trouve que sa tête reste beaucoup dans l'axe, surtout quand il envoie des naked kicks, donc quand il envoie des kicks à sec, sans feinter avant ni quoi que ce soit, il va envoyer son kick, sa tête, elle est vraiment dans l'axe, et ça peut être contré. Chablis le contre d'ailleurs comme ça. Ouais, il y en a beaucoup qui le contre après ses kicks, dès qu'il a kické, exactement. Et qu'il a envoyé. Effectivement, le truc c'est que il se penche quand même relativement beaucoup quand il doit envoyer la jambe avant, et donc quand il revient ici, donc sa tête revient, là il peut se faire attaquer, le temps de désengager, il peut se mettre légèrement entre guillemets en danger. Ouais, donc ça j'ai relevé encore une fois parce que juste pour faire son profil, mais aussi parce que je trouve ça intéressant à souligner dans ce combat particulièrement. Un autre point, moi que j'avais noté sur les points entre guillemets négatifs, entre guillemets, c'est toujours pareil. C'est, je pense qu'il est pas à l'aise quand il est mis sous pression. On vous a dit sur donc contre Chablis, c'est le round 2 et le round 5 où les juges n'ont... Alors, tu as un juge sur le round 2 qui a vu Chablis prendre le round, et un autre juge qui a vu le round 5. Donc, en gros, je crois que c'était 49-46, 49-46, 50-45. Et donc, Chris Leben a vu le round 2. Moi, personnellement, le round 2, je le trouvais serré. J'aurais compris qu'on le donne à Chablis, et au final, Chris Leben était d'accord avec moi. Donc, comme tu l'as dit, je pense que ça reste un bon juge. Le cinquième round était serré aussi. Je l'ai pas trop scoré, mais les deux rounds qui étaient, on va dire, où les juges sont pas d'accord, tout simplement. Ouais, et un juge a vu Chablis prendre le round, donc les vraiment plus serrés, où un des juges a été quand même convaincu. Eh bien, c'était les deux rounds où Chablis a mis de la pression. Tout à fait. Et ça, je trouve ça vraiment important dans le combat qui vient, d'être capable, face à ce type de profil, kicker. Les kickers n'aiment pas être mis sous pression. Je pense qu'en termes de lutte, il aime bien, comme tu l'as dit, le body lock, mais on a vu que sur quelqu'un qui avance, il peut se retrouver un petit peu en difficulté à mettre au sol aussi. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment peut-être un de ses points négatifs.
Ouais, ça fera partie. Moi, ça fait partie de ma clé numéro 1 quand on parlera des game plans. Ouais. Ici, avant de parler des Factor X, on prend un petit temps pour remercier notre sponsor principal. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal, Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Brian, j'aime bien réfléchir au facteur X parce que ça reste toujours des discussions un peu fun. Ici, je trouve qu'il n'y en a pas spécialement des solides, mais j'en ai souligné 2 sur lesquels on peut peut-être discuter. Je sais pas si toi t'en as d'autres, mais je dirais que l'activité du côté du clan Khabib peut avoir un petit impact. Ils étaient à Los Angeles le week-end qui vient de passer pour 2 combats. Maintenant, ils doivent être à Riyad pour ce combat-ci. Cela signifie que sur les 2 dernières semaines de prépa, peut-être même 3, Ousmane n'a pas vraiment eu accès ni à ses partenaires d'entraînement, enfin à une partie de ses partenaires d'entraînement en tout cas, et à l'un de ses coachs ou plusieurs de ses coachs. Est-ce que ça peut avoir un impact quelconque selon toi? Ouais, c'est vrai que ça peut déstabiliser un petit peu la fin du camp. On va dire sur le côté vraiment émotionnel, mais par contre, je pense qu'une fois dans la cage, si le taf a été fait, ça devrait être bon, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, le deuxième élément pour nuancer ça, c'est ils le savent longtemps à l'avance. Tu vois, le combat d'Oumar, le combat d'Islam, c'était prévu quand même avec un bon préavis. Et le combat ici de Nurmagomedov contre Paul Hughes a été prévu aussi avec un assez long préavis. Donc, tu le sais anticipativement et tu peux bien à l'avance définir comment tu vas gérer ça. Par contre, je pense plutôt que la défaite de Oumar peut peser plus sur le côté mental. De se dire, il était invaincu, tout le monde le voyait gagner et il perd à la décision. Faut pas que ça m'arrive, tu vois. Tu vois, ça pourrait m'arriver, faut pas que ça m'arrive. Exact. Je pense que ça montre que tu peux t'entraîner avec les meilleurs et te considérer comme le meilleur. Ça peut arriver. Donc, je pense que mentalement, ça peut plus... en tout cas, moi, personnellement, si j'étais à sa place, ça me toucherait plus ce truc-là. De voir que cette réalité existe que de faire une semaine... Ça peut être positif aussi. C'est te rendre compte que t'es pas intouchable. Et comme on l'a toujours dit, quand t'es invaincu... T'as peut-être ton degré de confiance en toi qui monte, et il y a un seuil à ne pas dépasser parce que la confiance en toi, c'est ton ami jusqu'à un certain point, parce que l'excès de confiance en toi, ça devient très vite ton ennemi. Et donc, ça peut être aussi un genre de mini reality check qui permettrait de se reconcentrer un peu en mode, ok, on n'est pas invincible, les gens peuvent nous battre. Donc, il faut vraiment que je sois très focus, très lucide dans ce combat, même si on me donne ultra favori aux yeux des codes de Paris. Ouais, donc ça peut être aussi positif, tu as raison. Et alors du côté de Paul Hughes, moi c'était plus par rapport à la pression. Alors il a déjà disputé des titres au Cage Warriors, donc il a déjà fait du 5 rounds. Il vient de battre un ancien champion qui était à 22-1 quand même, et Jim Mackey. Et malgré tout, ça reste quand même son plus gros combat et de loin. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un facteur X, le fait de devoir gérer ce genre de pression? Il affronte un Nurmagomedov. Je sais pas si ça peut peser dans la balance. Moi j'ai l'impression que pas spécialement, mais tu l'as dit, il est relativement jeune, ça peut avoir un mini impact. Oui, ça peut avoir un mini impact. Moi, je t'avoue que je voyais pas trop de facteur X. Effectivement, non, moi je vois des facteurs X plutôt positifs pour lui. Il était underdog contre Eddie McKee, quasi invaincu, extrêmement compliqué, et il l'a battu vraiment avec la manière, tu vois. Ouais, le synchrone, il les a déjà disputés, donc je pense qu'au niveau du cardio, ça ira. Je pense pas qu'il soit trop exposé non plus. C'est pas aussi exposé que l'UFC, non, clairement pas. Que l'UFC, donc. Et le stade sera très certainement vide sur place. Pourquoi? C'était déjà vide pour Ngannou contre Ferreira. Ça va pas se remplir pour Nurmagomedov contre. Enfin, quoique, ouais. Je connais pas les prix, hein. Mais c'est pas une question de prix, hein, tu vois, c'est une question de sur place. Chaque événement que le PFL fait là-bas, c'est... Attends, c'est Dubaï? C'est à Dubaï. Ah, autant pour moi, je pensais que c'était à Riyad. Ah, bah alors, ouais, voilà. Après, je pense pas que ça change grand-chose.
qu'il y ait beaucoup de monde ou peu de monde sur place. Ils ont Non. déjà tous les deux combattu. Je pense qu'ils ont tous les deux combattu pendant le Covid. En tout cas, c'est le cas de Paul Hughes. Ils ont déjà combattu dans des stades assez remplis. L'ambiance qu'il y avait pour Paul Hughes ou Morgan Charrière, c'est une des meilleures ambiances qu'on ait pu connaître en MMA. Donc l'habitude est là. Ouais. Parfait, passons au cœur de cette émission, les game plans. Donc pour Paul Hughes, je vais peut-être un peu répéter ce qu'on a déjà dit et ce que tu as déjà dit. Moi, j'aurais tendance à conseiller d'éviter le kicking range et la lutte, ce qui signifie qu'il doit être soit all the way out, soit au boxing range. Et vu la tendance défensive à désengager du côté d'Ousmane, l'idée principale serait de prendre le centre, faire reculer. Je pense que c'est essentiel à la stratégie de Paul Hughes, d'autant plus que, comme tu l'as souligné, un kicker de manière générale, même au même titre que la plupart des lutteurs, sauf les lutteurs qui sont très bons en lutte réactive, dès qu'ils sont sur le reculoir, la qualité de leur jeu diminue, ils sont moins efficaces. Donc, tu as un peu d'une pierre deux coups en te disant, je vais mettre la pression contre Ousmane Nurmagomedov. Ça te semble être une bonne base? Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter à cette stratégie? Non. Moi, c'est ce que j'ai entouré, hein. Donc, pour moi, mettre la pression pour Paul Hughes, ça sera vraiment la plus important. Effectivement, j'ai mis que il devait défendre la lutte, se préparer à bien défendre la lutte. Et alors, par contre, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai écrit un truc, je suis incapable de me relire. C'est énorme ça, j'adore. Moi, c'est plus facile, c'est écrit sur l'écran, donc moi, c'est plus facile, j'ai écrit sur l'écran, donc c'est facile à lire. Des fois, j'écris comme un médecin, c'est abusé. Bref, donc défendre la lutte, et après, j'ai parlé des rounds. Je pense qu'il doit se préparer à prendre les derniers rounds, tu vois. Les 3, 4, 5, il doit... Le 1 et 2 risquent d'être des rounds difficiles où il va devoir vraiment prendre de l'énergie à Ousmane Nurmagomedov. Mais je le vois être capable. On l'a vu ce week-end, hein, c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose d'irréalisable. Quoi que ce soit, hein, mais voilà, d'être capable de faire tourner les cartes à partir du 3e. Et comme tu l'as dit, Paul Hughes, un de ses petits défauts, c'est de spammer, pour reprendre ton terme, spammer certaines techniques. Bon, moi, ça m'amène à penser que quand il se prépare pour un combat, il répète beaucoup un certain set de techniques. Et donc ici, moi, je pense qu'il doit vraiment se préparer à contrer les kicks. Il doit vraiment se préparer à défendre les crochetages, à l'ouvert comme à la cage. Il doit être préparé à défendre le dos avec un tripod, si à un moment il se retrouve dans ces situations-là. Je pense que j'ai vu Ousmane perdre pas mal de fois le dos à cause d'un tripod. Et s'il se retrouve sur son dos, c'est chercher la butterfly pour se relever. Je pense que autant Primus que Chablis ont très bien exploité ça pour se relever. Donc voilà, sur les détails techniques, c'est un peu ça. Et potentiellement, trouver son timing sur les genoux. C'était efficace contre Eiji Maki. Ça peut l'être contre Ousmane Nurmagomedov aussi. Je trouve qu'il descend très très peu sa tête. Ousmane, mais il monte très très haut son genou, Paul Hughes. Ouais, mais il est grand. Parce qu'au début, c'est vrai que je me suis dit, les genoux sont bons et tout, dans ses qualités. Et puis après, en voyant Ousmane, tu vois, il est relativement grand. Il va chercher plutôt le body lock. Ouais, c'est ça, body lock et crochetage, donc il descend peu, ouais. Eiji Maki est gaucher, si je dis pas de bêtises, et il descend pile poil dans l'axe du genou arrière, quoi. Ouais. Donc, moi, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis dans les genoux sautés. Ah, mais c'est vrai que maintenant que tu dis... Peut-être le travail au corps, tu vois. Ouais, il l'a fait contre Eiji Maki, et si tu pars du principe que il faut investir pour avoir plus de chances de prendre 3, 4, 5, forcément les frappes au corps, ça fera un travail de sape. Tous les body shots, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment embêtant quand tu es un kicker. Je suis pas sûr que ça soit un gros travail qui est fait non plus dans son camp. Je pense pas que ses partenaires d'entraînement soient des gars qui travaillent beaucoup en boxe au corps, tu vois. Donc ça peut être peut être dérangeant, ça peut faire descendre les mains, ça peut inquiéter. Donc j'aurais tendance à miser sur l'anglaise aussi au corps. Ouais, c'est ça, clairement. De toute façon, la distance d'anglaise, c'est là où Paul Hughes trouvera le meilleur de son jeu. Et dès que tu rentres dans cette distance-là, t'as le choix sur les étages, mais il varie bien par défaut. Dans son jeu, par défaut, il varie très bien les 2 étages avec son anglaise. Parce qu'il n'envoie pas tant de kicks que ça, Paul Hughes, quelques low kicks. Non, il varie bien, mais sur son dernier combat, je trouve qu'il chassait beaucoup trop la tête, moi. Ouais. Normalement... Contre Eiji Maki ? Ah ouais, je trouve que c'est que le 6-3, là, les uppercuts arrière crochés avant...
Ouais. C'est beaucoup la tête. Il en a mis quelques-uns, mais Ouais, il est allé chercher quelques doubles body shots, comme on les aime bien là, à la ouais, ouais. Benavidez à quelques moments, mais Mais pour moi, ça pourrait presque être un combat où il est sur du. 50-50. Bah, il spamme le corps, tu vois. Ouais. On va avoir du 60-40 où il va vraiment spammer le corps, chercher à frapper, pour que le gars descende vraiment ses mains. Ouais. Du côté de Ousmane Nurmagomedov, j'ai fait une Joe Rogan. Du côté de Ousmane Nurmagomedov, comment est-ce que tu construirais son game plan? Bah écoute, je pense que tu l'as dit, hein, moi je pense qu'il doit rester au kicking range. Mhm. C'est vraiment une de ses meilleures distances. Je pense qu'il doit être capable de prendre le rythme. Et de la même manière qu'Oumar, je pense qu'il doit faire le combat debout, tu vois. Je pense que s'il y a une opportunité de mettre de prendre le dos plutôt, je dirais, il le fait, mais il ne doit pas initier la lutte. Mhm. Je pense que il trouvera du succès dans les premiers rounds, mais ça pourrait vraiment l'épuiser Ouais. et devenir difficile dans les rounds qui suivent. Je pense qu'il sera largement au-dessus debout s'il réussit à placer son kicking range Mhm. pour Ouais, prendre c'est ses ça, ouais, rounds. c'est ça toute la question pour moi. Moi j'avais noté beaucoup bouger pour éviter de se Ouais. faire mettre sous pression. Il bouge bien hein, par défaut Ousmane, donc j'ai pas trop de stress pour lui par rapport à ça. Maintenant effectivement en game plan B, s'il sent que Paul Hughes arrive vraiment à chaque fois rentrer au boxing range et à placer ses combinaisons, là il doit quand même peut-être avoir anticipé cette stratégie de Paul Hughes de venir de très loin et rentrer relativement proche. En ayant un jeu de takedown réactif. Et alors le dernier point, c'est vraiment chercher à frustrer, à toucher de loin sans se faire toucher, ce qui va forcer Paul Hughes à surengager, à faire des fautes. Bah écoute, oui, s'il part sur un système de lutte, moi j'aurais tendance à le voir partir vraiment sur le haut du corps, tu vois. Ouais. Et alors, on a un Paul Hughes qui se mettrait vers l'avant, qui a une très bonne capacité à sprawler. Et donc, soit tu shoots, tu vois, ça sprawl, tu restes avec un underhook, et puis après, tu as des renversements possibles, tu vois, tu as des choses qui peuvent être faites. Ça, je pense que ça sera peut-être plus intéressant pour lui. Ouais. Ouais. Ou Mais bien ouais, c'est la lutte qui pousse Paul Hughes à tourner son dos, chose qu'il fait assez vite, et puis ouais, essayer de garder un petit contrôle de dos, quoi. je miserais pas là-dessus, moi. Moi, je pense qu'il doit vraiment partir du principe que soit il a une opportunité qui s'ouvre et il prend le dos, il met au sol, il capitalise dessus, mais il doit pas commencer à scrambler, à lutter. Hmm. Je pense que ça lui fera défaut enfin dans les derniers rounds. Hmm. Je Ouais. pense qu'il est capable dans ses déplacements, dans la capacité à kicker, à boxer, à distance, il est capable de pouvoir gérer un Paul Hughes, le frustrer. Je pense que Paul Hughes, comme tu l'as dit, il est jeune et ouais, tu peux le frustrer facilement. Mhm. Il peut surengager, on l'a vu surengager, chercher les coups durs et c'est vraiment ce chemin-là. Je pense qu'il doit vraiment partir sur ce chemin-là, à l'inverse de ce qu'a fait Oumar, tu vois. Ouais, en fait, s'il arrive à empêcher Paul Hughes de le cadrer, il a tout à gagner. Donc c'est vraiment une question de déplacement. Ça c'est il faut vraiment autant pas qu'il l'essentiel de la stratégie de Paul Hughes, c'est le cadrage et la pression. Autant l'essentiel de Nurmagomedov, c'est ses déplacements. Ouais. Et avoir de l'espace derrière lui pour désengager, parce que c'est son système défensif. Et pas de se dire, tiens, je vais montrer que je suis meilleur que lui en boxe anglaise ou j'en sais rien. Tu vois. Non, grave erreur. Vraiment pas. Prendre les rounds tranquillement à son aise. Ça va peut-être pas être le combat de l'année. Il y aura peut-être pas de finish, tu vois, mais voilà, prendre ses rounds et dire voilà, on passe au suivant. T'as pas été capable de déjouer le casse-tête que je représente. Exact. Il est temps de passer aux pronos et à nos préférences après avoir bu un petit coup dans notre gourde Oko. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €.
euros, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site OCO Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Alors, selon notre sponsor unibet.fr, car oui, les cotes sont sur le PFL sont dispo sur unibet.fr. Ousmane Nurmagomedov est ultra favori, de chez ultra favori. Il est à 1.13. Paul Hughes est à 5.10. C'est un 85-15. Je pense que Brian, tu vas t'aligner avec moi. C'est sévère. Après, voilà, hein, on l'a toujours dit, les cotes ne représentent pas la dynamique du combat. Ouais. Voilà, tu vois, on en parlait sur Merab Oumar, où les cotes étaient quand même très sévères pour Merab. Moi, ce que j'expliquais hier matin, c'est que pour moi, j'étais capable de pronostiquer 1 et 2 pour Oumar, 4 et 5 pour Merab, mais ce troisième round, pour moi, ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre, tu vois. Et donc, je peux comprendre qu'effectivement, beaucoup, quand t'es d'un côté comme de l'autre, tu décides de mettre tout d'un côté ou tout de l'autre. Bien sûr, ouais. Et là, je les vois vraiment sévères, mais je pense qu'elles se creusent. Je pense que tout le monde voit un combat peut-être serré, mais que Ousmane fera la différence. Ouais. Ici, j'ai vraiment pas l'impression qu'on est en train de surestimer Ousmane, parce qu'il est vraiment très solide. De l'autre côté, je trouve que Paul Hughes, c'est quand même un sacré client. Et les styles font les combats. Et je trouve que son style peut vraiment être ennuyeux. Donc, comme je l'avais dit plus tôt dans le podcast, je pense que Ousmane va prendre les minutes. Je peux voir Hughes prendre des moments. Et sur les moments que Hughes prend, je le vois avoir plus de 15% de chances de capitaliser sur 1-2 ou d'avoir suffisamment de moments pour prendre 3 rounds. Donc je trouve déjà que les votes de notre communauté reflètent un peu mieux peut-être ma pensée, et je serais peut-être même un peu plus à pencher vers le 70-30 quoi. Mais toi, au-delà sur le pourcentage de chance, là si je te demande qui, tu dirais Ah oui non, mais en termes de prono par contre voilà, mon prono Ousmane, tu vois. Ouais, c'est ça, mon pronostic là, si officiel. On est 10, ouais non, mais je suis d'accord, exactement. Juste un qui est d'origine irlandaise qui va dire bah non, je suis Paul Hughes, tu vois. Donc on sera sur Non, mais c'est ça, exactement. Les codes de Paris sont pas supposés refléter à quel point le combat sera serré, mais combien de personnes vont se positionner sur l'un versus combien de personnes vont se positionner sur l'autre, et essayer de rendre les cotes un tout petit peu intéressantes, mais pas trop non plus. Écoute, je te rejoins. 70-30 pour moi, ça reste quelque chose d'un peu plus logique, c'est-à-dire qu'on a quand même une possibilité, un scénario. Paul Hughes, fait la différence. Ouais. Après, voilà, prono officiel, je sais pas lequel est le tien. Moi, je me mouille pas trop. Ousmane à la décision. Je peux clairement le voir surprendre Hughes, avec un high kick ou ce genre de choses. Comme on l'a dit, un Hughes se fait souvent connecter. Ouais. On a vu Ousmane qui a mis un magnifique virgule kick sur Benson Henderson et puis qui est venu l'étrangler derrière. C'est le genre de scénario qui peut clairement se produire. Mais voilà, en termes, si je dois faire une multitude de scénarios, celui qui revient le plus souvent dans ma tête, c'est Ousmane qui va prendre une décision. Ouais, écoute, je te rejoins, hein. Je vois vraiment ce type de scénario. Effectivement, je sais pas Paul Hughes a déjà affronté un gars aussi grand en termes de taille et d'allonge. Le Belge, hein, Jan Coyhagens. Il est assez grand. Après, ça a été éphémère comme combat. Ça a duré 2 minutes et des poussières. Ouais, 2 minutes 47. Jan Coyhagens, combien il mesure? 1,80, c'est ça que j'avais en tête. Avec une droite un peu trop surengagée et puis un check-hook, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Magnifique, hein, d'ailleurs. Ouais. Ah, c'est exactement la même taille. Tiens. Ousmane Nurmagomedov fait 1,80. Ouais, c'est pas du tout le même style, par contre. Non. Écoute, moi, je vois effectivement Ousmane plutôt à la décision. Je serais pas surpris. Je serais pas surpris de le voir connecter, toucher avec un genou arrière, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que Paul Hughes, je pense que mentalement, il est prêt pour des grandes choses. Et donc, je pense pas qu'il vendra la peau de l'ours aussi facilement.
C'est clair. Donc c'est vrai qu'en termes de probabilité, je pense que la décision, c'est ce qu'il y a de plus probable. Ouais, par contre, honnêtement, je crois que je vais mettre un 10e d'unité, pas grand-chose, mais sur Paul Hughes, parce qu'à 5-10, la valeur se trouve du côté de Paul Hughes, selon moi. Donc, ouais, le degré de confiance n'est pas haut. Je suis pas prêt à mettre une demi-unité, par exemple, mais ouais, je me positionnerai avec quelque chose entre un 10e et un quart d'unité sur Paul Hughes pour la valeur de la cote. Non, ça se comprend. Hein. Je pense que, par contre, peut-être que si t'es dans son camp, bah, tu pourrais être plus confiant, tu vois. Ouais, il s'entraîne chez qui, tiens, Paul Hughes? C'est pas Chris Fields, hein. Non, c'est un petit club. Hein. Ireland, Belfast. Je sais pas s'ils ont beaucoup de... Non, Dickie Dalton. Ah, Joe McColgan, l'ancien champion du Cage Warriors aussi. Ouais. Non, c'est beaucoup des gens du Cage Warriors / PFL Europe en fait. Ouais, c'est niveau régional. Ok. Préférence? T'as une préférence ici? Pas réellement. Bah écoute, c'est clair que Paul Hughes, moi, je l'ai suivi sur sa carrière au Cage Warriors, donc je connais beaucoup moins Ousmane, ni sa personnalité, ni quoi que ce soit. Ouais, bah écoute, je t'avoue que s'il réussit à faire à gagner ce combat-là, tu vois, à faire l'upset de la soirée, ouais, c'est le genre de scénario qui me plairait beaucoup à regarder, hein, clairement. Ouais, d'autant plus qu'a priori un upset, ça veut dire qu'il était très bien préparé et qu'il va vraiment nous surprendre de différentes manières. Ah ouais, non, ça serait. Donc bah je lui souhaite d'aller contre les cotes. Ouais. Mais ouais, ça serait peut-être le scénario qui me plairait le plus, ouais. Moi, de mon côté, j'aime bien les deux athlètes. Maintenant, j'ai un argument pour me positionner sur une préférence Paul Hughes. C'est dans l'optique où le PFL organise les champions Bellator contre les vainqueurs du tournoi PFL 2024. On aurait alors Rabadanov contre Paul Hughes, qui est un super combat sur papier. Et c'est ma préférence parce que je pense pas qu'Ousmane et Rabadanov s'affronteraient. Voilà, l'autre option serait une victoire de Ousmane qui signe à l'UFC, mais je vois pas du tout ce cas de figure possible contractuellement. Donc, pourquoi ils s'affronteraient pas? Mais il me semble que Rabadanov s'entraîne avec eux. Ah oui? Ah, je sais pas, peut-être. Mais en fait, j'étais pas sûr. Je me souviens que quand j'avais fait ma vidéo sur le récap des finales du PFL 2024, il y a eu pas mal de commentaires qui disaient un tel n'affrontera jamais un tel, mais je sais plus c'était lesquels. Donc hier, je suis allé sur l'Instagram de Rabadanov et j'ai vu quelques photos quand même avec Makhachev, notamment Makhachev qui était dans le corner de Rabadanov sur certains combats. Ouais, il est à l'école de d'Abdulmanap, ouais. Donc je pense pas qu'ils s'affronteraient. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment une préférence. Voilà, si j'imagine que le PFL fera ça. J'imagine que le PFL va dire ok, tous les champions Bellator, vous disputez la ceinture PFL vacante, ou alors votre ceinture se transforme en ceinture PFL. Et voici votre challenger. Le premier challenger qui fait sens, c'est celui qui a gagné le tournoi l'année passée. Donc Hughes contre Rabadanov, c'est un combat que j'ai envie de voir. À défaut de ne pas pouvoir voir Rabadanov contre Ousmane Nurmagomedov. Ok, on a fait le tour. Les gars, si le combat vous intéresse, vous pouvez le voir sur DAZN. On vous met les liens en description. Il y a un lien pour les Belges, un lien pour les Français. Et ce sera avec moi aux commentaires. Je ne sais pas si tu as un peu regardé le reste de la carte. Non. Ou si je fais un petit résumé. Si, j'ai regardé rapidement, mais je connais pas grand monde ni grand chose. Ouais, je voulais faire une blague en disant, alors je vais te montrer tout ce qui est intéressant. Merci Brian de t'être bien préparé. Donc non, honnêtement, voilà, le reste de la carte n'est pas ouf. Il y a beaucoup de mismatch. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des chouettes noms, mais c'est des mismatch. T'as Nemkov, il est favori à 1,05. Il y a 2 invaincus, Ibragimov, que je suis d'assez près. Il a été un tout petit peu décevant sur son dernier combat au PFL, justement Ngannou contre Ferreira. Mais ça reste un gars que j'aime bien, que je suis de près. Il a le nom Ibragimov, il s'entraîne à Manchester Top Team ou tu sais dans ces équipes qu'on aime bien, très techniques, très complets. Il est favori à 1,16. Il y a un autre invaincu, Kavalov, il est favori à 1,04. Donc au final, le seul combat de la carte principale qui semble un peu ouvert, c'est Nathan Kelly, qui est sur 11 victoires consécutives. Il est à 11-2, donc il a perdu ses 2 premiers combats pro. Là, il est sur 11 victoires consécutives. J'ai commenté ses 2 derniers combats. C'était vraiment pas mal ce qu'il propose. Et il est légèrement underdog ou underdog modéré contre Ahmed Magomedov, qui lui vient d'essuyer sa première défaite en 11 combats.
Ouais. Donc voilà, sur la carte principale, il faut pas s'attendre à des combats ultra serrés. On peut avoir des surprises, hein, mais voilà, je trouve que c'est beaucoup des mismatchs. Et alors en préliminaire, il y a quelques prospects, mais ça ressemble vraiment à un mix entre PFL MENA et PFL Europe. Donc plutôt des prospects de niveau régionaux et pas de niveau de niveau régional, pardon, et pas de niveau international. Dites-nous en commentaire s'il y a des noms que vous avez envie de suivre de près ce week-end, comme ça peut nous intéresser. Mais voilà, on a fait un bon petit tour. Bah oui, hein. Ah bah il y a un Français qui combat, Souil Tahiri aussi. Ouais. Marseille Fight Club. Ouais, de chez Jean-Michel Froissart. Ok. Bah ouais, bah dites-nous s'il y a des noms à suivre, hein, mais en tout cas, moi, le main event, je vais le regarder, ça c'est sûr. Ouais, Et ouais. puis, bah, pour le fun, peut-être Nemkov, tu vois, mais c'est vrai que... Bah, à c'est la vrai base, que- Nemkov devait combattre Corey Anderson en poids lourd, alors que Corey Anderson est le champion 93 et que Il n'y a pas Nemkov eu est un une autre ancien annulation 93. Et ça a été annulé, mais bizarrement, Et après, non, Corey Anderson était dispo. Donc c'est très très bizarre comme situation. il devait affronter Ante Delija aussi. Non, Mais Ante alors, je crois- Delija, c'était contre quel... Ah si, c'est ça. Ah ouais. En fait, il y a eu deux Ouais, combats ouais. annulés pour Nemkov. Ouais, c'est ça. Corey Nemkov contre Ante Anderson. Delija, qui faisait sens par rapport à le vainqueur pourrait prendre Ngannou dans son retour MMA, dans son prochain retour MMA s'il y en a un. Puis Ante Delija très rapidement s'est désisté, blessure. Et puis ça a été Corey Anderson. Et Corey Anderson n'est pas blessé. Il s'est plaint du fait qu'il avait sauté tout simplement comme ça. Hmm. Et là, on lui met Timothy Johnson. Et Ouais. Nathan Kelly, à la base, il devait affronter Kassan Magomed Sharipov, le frère de Ah oui, c'est ça, le frère de Zabit. Exact. Zabit. Ouais. Exact. Et qui fait un nouveau désistement. Lui aussi, il se blesse assez souvent. Et j'avais commenté son dernier combat, on sent vraiment la fibre de la famille. C'est dommage, ça aurait été vraiment C'est très dommage, ouais, clairement. un chouette combat. Ouais. Ok. Merci à tous d'avoir suivi. Pour donner de la force à la chaîne, pensez à vous abonner si vous êtes ici sur YouTube. Lâchez un like et un commentaire. Et alors, si vous n'êtes... 1, 2, 3. Si vous n'êtes... Enfin, c'est pas vrai. C'est vraiment la fin du podcast. Si vous nous écoutez en podcast, pensez à mettre un petit 5 étoiles. Donc, je profite pour rappeler tous ceux qui aiment nous écouter plutôt dans les transports ou dans votre voiture ou dans votre camion ou que sais-je. On est de retour sur toutes les plateformes de podcast. Mettez un 5 étoiles. Bonne semaine à tous les amis. Brian, un tout grand merci pour ta préparation, pour l'échange. Et nous, on se retrouve jeudi. Spoiler alerte, on va faire l'analyse de Ziam contre Davis. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.